c'est ça la chose fondamentale, c'est qu'il y a des nouveaux principes, des principes qu'on peut dire, si l'on veut, individualistes, mais il y a aussi l'adhésion, la loyauté à l'égard d'un peuple historique dont on se sent responsable et dont on se sent partie prenante. C'est pour ça que aujourd'hui, on cite la laïcité selon Ferry, parce que Jules Ferry qui dit aux instituteurs, quand vous faites vos leçons de morale, surtout pensez que la morale que vous avez à donner à vos enfants, c'est la morale de nos pères. Repère avec Louis-André Richard. Le professeur Pierre Manant est une figure emblématique de la pensée politique en France. Sa compétence en la matière n'a d'égal que son regard acéré, critique et nuancé sur le monde des liens humains à la faveur d'une recherche sincère du bien commun. Quelles sont les conditions favorables à la préservation et à l'émancipation de la vie démocratique actuelle? Quels sont les écueils à éviter? Comment résoudre les situations périlleuses auxquelles la République est confrontée? Voici quelques questions cruciales à explorer en sa compagnie. Bonne écoute! Pierre Manant, merci beaucoup d'accepter l'invitation de la conversation. Merci à vous. Je précise que vous êtes professeur de philosophie politique, que vous vous intéressez à la question politique. Et d'entrée de jeu, c'est un peu cette question-là qui motive, je dirais, notre conversation. Vous avez, tout au long de votre carrière, et vous me corrigez si je me trompe, mais vous avez toujours privilégié une lecture des grands classiques de la Grèce antique, en passant par la modernité et puis les auteurs peut-être plus récents. Vous avez toujours privilégié une lecture politique des œuvres classiques. Je vous demanderais très naïvement au point de départ, pourquoi ce choix? Je dirais que ce n'est pas vraiment un choix. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire en considérant principalement l'histoire de l'Europe, ou si on élargit l'histoire de l'Occident, on se rend compte à quel point cette histoire est une histoire politique. Alors bien sûr, tout n'est pas politique, tout ne se réduit pas à la politique, mais comme disait notre Jean-Jacques, notre Rousseau, tout tient à la politique. Parce que si on parle de la cité grecque, si on parle de la civilisation grecque, on ne peut pas la séparer de la cité grecque. Athènes, le Parthénon, c'est Périclès. Périclès, c'est la cité d'Athènes. Athènes, on ne peut pas parler d'Athènes sans parler de Sparte, de Thèbes, de Corinthe, des cités, de la guerre du Péloponnèse. On ne peut pas parler de Rome sans parler de la République romaine, sans parler de César, d'Auguste, de l'Empire. Et on peut continuer. Donc, le point de départ pour moi tient dans deux mots du vieil Aristote: l'homme est un animal politique. Et quand on prend au sérieux simplement cette proposition, on voit que, encore une fois, il ne s'agit pas de tout réduire à la politique, mais que la façon dont les êtres humains se gouvernent, car la vie humaine a besoin d'être administrée, a besoin d'être instituée, donc a besoin d'être gouvernée, il faut partir de la politique. Alors, voilà. Maintenant, il y a des façons de traiter la politique qui ne sont pas toutes la même. Ça ne veut pas dire qu'on a immédiatement à sa disposition une vérité à laquelle tout le monde va adhérer, mais c'est quand même la matrice. C'est quand même la matrice. Comment nous nous gouvernons nous-mêmes, c'est cela qui, pour moi, est le fait premier de la civilisation humaine. C'est le fait premier. Et qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui vous... En fait, est-ce qu'on aurait raison de dire que vous considérez qu'il y a antériorité du politique sur l'anthropologique, là, pour prendre une... Je ne dirais pas antériorité, je dirais inséparabilité. Mm-hmm. Inséparabilité. D'ailleurs, quand on dit l'être humain est un animal politique, l'homme est un zoon politikon, il n'y a pas d'antériorité du politique, simplement, c'est la caractéristique du fait humain. Bon, il y a des animaux grégaires. Aristote commence par ça, comme vous savez. Bon, les Grecs connaissaient les abeilles, ils connaissaient les fourmis. Alors, ils ne connaissaient peut-être pas les grands singes, les grands primates. Les grands primates, mais enfin, ils connaissaient les animaux.
Et ils voyaient bien que ces animaux étaient sociables, ils étaient, comme nous disons, grégaires. Mais enfin, les animaux entre eux ne se posent pas la question de la justice. Ils ne débattent pas de la justice. Ils ne disent pas qu'est-ce que c'est qu'une ruche bien organisée. Ils ne se révoltent pas contre la reine parce qu'ils trouvent que la reine a mal organisé la ruche, n'est-ce pas? Tandis que les êtres humains, eux, disent qu'est-ce qui est juste? Non, c'est injuste. Non, votre gouvernement n'est pas légitime. Les êtres humains posent la question de la justice. Et la question de la justice, c'est la question politique. Mais quand vous relevez ça et que vous ancrez ça comme il faut le faire à l'origine, à l'époque des Grecs et des Romains, par exemple, à ce moment-là, il y avait quand même l'idée que le tout politique était plus important que les partis que sont les citoyens. Il y avait cette importance, non? Puis aujourd'hui, on est comme dans le paradigme inverse, non? Oui, alors évidemment, ça c'est une question très très compliquée. C'est une question très très compliquée parce que on aborde ces questions avec des notions, je dirais, très grossières. Bon, même si ce sont des gens très intelligents qui les utilisent, ce sont des notions très grossières. Alors on travaille avec holisme, individualisme. Ouais. Alors les anciens étaient holistes, et nous sommes individualistes. Alors c'est pas faux. Il y a assez de vérité là-dedans pour que, eh bien, on se jette dans cette distinction. Mais dès que l'on regarde les Grecs d'un peu plus près, par exemple, on voit bien que cette distinction était intérieure au monde grec, entre Sparte et Athènes. Mm-hmm. La fameuse oraison funèbre de Périclès au début de l'histoire de Thucydide, qu'est-ce que dit Périclès? Eh ben, nous, à Athènes, eh bien, nous sommes libres. Nous obéissons aux lois parce que nous aimons la cité. Mais nous ne sommes pas les jouets de la cité. Nous ne sommes pas aux ordres de la cité. La cité, c'est nous. Et il demande aux Athéniens, il dit aux Athéniens de se faire les amants d'Athènes. Donc, c'est une injonction, une proposition, une invitation. C'est une cité où la spontanéité de l'individu est préservée, n'est-ce pas? On voit bien déjà dans Homère, bon, le noble Priam, le roi de Troie, interdit de pleurer sur les signes d'émotion à ses soldats. Mais dans le camp grec, on pleure, on rit, on a le droit de s'exprimer. L'individu n'est pas assujetti au tout. Donc, c'est une histoire très compliquée. Oui, je comprends. Mais c'est vrai que le présupposé de la vie grecque ou de la vie romaine, c'est que le plus intéressant, le centre de gravité de la vie humaine, c'est quand même la chose commune. Oui. Là où l'on délibère de la vie commune. C'est ça. Alors, en même temps, on voit bien, notre admiration pour les Grecs prouve qu'ils étaient capables de parler de l'humanité avec une vaste gamme de sentiments et de sensibilité. Mais il est certain que pour eux, c'est dans l'épreuve politique, dans l'épreuve de la vie commune, dans la question de la justice, que l'humanité était faisait l'épreuve de sa vérité. Oui, et si je vous comprends bien, et vous me corrigez encore une fois si je me trompe, mais si je vous comprends bien, cette idée qu'il y a plus de complexité quand on regarde les choses dans leur réalité effective que la distinction un peu simpliste qu'on va faire dans les choses. Oui. Non, j'ai évoqué les Grecs pour dire, entre Athènes et Sparte, quand on lit les contemporains, on se dit, on ne peut plus dire l'hétéronomie ou le holisme des Grecs. Parce que Athènes est du côté de ce que nous appellerions individualisme et Sparte du côté de ce que nous appellerions holisme. Mais voyez les modernes. Bon, voyez le plus marquant, le plus significatif de la politique moderne, la Révolution française. On peut dire d'un côté individualisme absolu, parce que quel est le but de la cité? C'est de préserver les droits de l'homme, droits individuels. Bon, donc on part de l'individu, mais pourquoi faire? Pour créer un nouveau corps politique.
au même moment où l'on affirme les droits absolus naturels de l'individu, droits de l'homme, on affirme que la source de la loi, c'est la souveraineté nationale. Donc on affirme à la fois une liberté inouïe de l'individu qui doit fournir la base de la construction collective et en même temps un nouveau holon, un nouveau tout, un nouveau commun qu'est la République. Donc, en effet, l'Ancien Régime, on le dissout au nom de l'individu, mais on le remplace au nom d'un nouveau commun qui est la République. Et donc, la politique moderne est aussi une négociation entre ce qu'on appelle l'individu et ce qu'on appelle la République, le tout. Et Alors, pour le Nord-américain que je suis, cette République à la française, dans cette espèce d'échange entre la base et la gouvernance, pour prendre un mot que j'aime pas beaucoup, mais qui est très à la mode, mais la République, c'est l'oreille attentive qui va confirmer ce que les citoyens exigent, ou il y a une autre importance qui est donnée à son pouvoir? Bon, l'idéologie de la République, c'est le commun va satisfaire vos demandes. Mm-hmm. Vous êtes citoyen, vous demandez des choses, vous demandez vos droits, vous demandez vos intérêts, vous demandez une certaine sécurité. Bien, donc la République est à votre service. Mais d'autre part, vous êtes au service de la République. Parce que ce qu'on oublie toujours quand on dit, surtout aujourd'hui, surtout en France, quand on dit la République, on a l'impression d'abord qu'elle commence en 89. Non, bien sûr, le nouveau régime commence en 89, on est bien d'accord, mais ce nouveau régime, il a mis presque un siècle à s'instaurer, parce que disons que la République est installée dans les années 80. Après la Révolution. Dans les années 80 du 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Parce qu'entre-temps, il y a eu la Restauration, la monarchie de Juillet, le Second Empire, et enfin la Troisième République. Et la Troisième République n'est installée que dans les années 80, les grandes lois au début des années 1880. Je m'excuse, Pierre Manant, je m'excuse vraiment parce que c'est un problème qui m'a toujours fasciné. Puisque vous l'évoquez, je vous interromps pour que vous m'expliquiez cette période assez longue quand même, où il y a, on va dire, qui aboutit sur une certaine forme d'installation du régime républicain tel qu'on le connaît, mais qui passe par des turbulences assez hallucinantes. J'ai vu des amis parisiens qui me disaient « Oh, moi, le Panthéon, je n'y mettrai jamais les pieds parce que ça représente une espèce de consécration d'un régime qui a abouti, mais après tellement de perturbations. » Cette période-là, pour quelqu'un qui, comme moi, la regarde de l'extérieur, c'est très, très questionnant. Alors, je me suis permis de vous arrêter parce que j'aimerais vous entendre. Comment vous expliquez ça? D'abord parce que l'opération à mener était très difficile. Le gouvernement représentatif, parce que quand la Révolution s'installe, en France, à la différence de l'Angleterre, comme on disait à l'époque, du Royaume-Uni, comme nous disons, ne connaissait pas le régime représentatif. Donc il a fallu élaborer le régime représentatif. Donc le régime représentatif n'a pas été élaboré sous la République. Il a été élaboré sous la Restauration et la monarchie de Juillet, de 1814 à 1848. Ensuite, Révolution de 48, mauvaise constitution, les grands souvenirs de l'Empire, Second Empire, ça nous amène à 1870. 1870, politique désastreuse extérieure, politique militaire, victoire de l'Allemagne, défaite, se remettre de la défaite. Donc, nous arrivons en 1880 et quelques. Et la chose importante, s'agissant de la République, ce qui n'est jamais dit, ce qui est aujourd'hui oublié, c'est que la République apporte, je dirais, les lumières, l'idée d'une civilisation nouvelle, de l'égalité, de la liberté, avec une composante anti-catholique, il faut le dire, anti-catholique marquée, donc le sentiment glorieux d'un saut de la civilisation. Un humanisme nouveau. Nouveau. Mais en même temps, l'acceptation par la République d'être le gouvernement d'un peuple historique. D'un peuple qui a commencé des siècles et des siècles et des siècles avant la République.
la Troisième République, et c'est pour ça que je resterai toujours, loyal à cette République-là, en tout cas. La troisième, on s'entend, là? Oui. À cette République-là, en tout cas, c'est qu'elle a accepté l'héritage. Elle a accepté d'être le régime successeur, et non seulement elle l'a accepté, mais elle l'a prouvé en faisant en sorte que l'éducation des Français soit à la fois l'éducation dans la République, dans les choses de la République, ou comme on dit aujourd'hui, dans les valeurs de la République, mais aussi, elle a accepté qu'une bonne partie de l'éducation soit faite avec l'origine, la connaissance des la société ancienne. Ouais. Et je souligne toujours que la littérature classique pour la Troisième République, c'est la littérature du siècle monarchique et catholique. Nos classiques, Racine, Corneille, Molière, ce n'est pas le monde d'après 89. Bon, on peut ajouter Pascal, Bossuet. Bon, donc, c'est ça la chose fondamentale, c'est qu'il y a des nouveaux principes, des principes qu'on peut dire, si l'on veut, individualistes, mais il y a aussi l'adhésion, la loyauté à l'égard d'un peuple historique dont on se sent responsable et dont on se sent partie prenante. C'est pour ça que aujourd'hui, mais c'est très utile de le faire, on cite la laïcité selon Ferry, selon Jules Ferry, parce que Jules Ferry qui dit aux instituteurs, quand vous faites vos leçons de morale, surtout pensez que la morale que vous avez à donner à vos enfants, c'est la morale de nos pères. C'est pas une morale nouvelle, c'est pas une humanité nouvelle, c'est pas un homme nouveau, c'est la morale qui a toujours été celle de nos pères. Donc, au fond, la République laïque est peut-être éventuellement agressive contre l'Ancien Monde, contre la France catholique, contre l'Église catholique, mais ce que vous avez employé le mot, son anthropologie n'est pas si éloignée. Bon, évidemment, il y a des différences. La République a eu beaucoup de peine à accepter que les congrégations participent à l'enseignement. Et au moment des grandes batailles de la laïcité, on a chassé les congrégations enseignantes de France. Bon, je ne dis pas du tout que ces disputes n'étaient pas une partie importante de la réalité. Mais malgré tout, la République a admis que ce n'était pas elle qui avait fabriqué la France. Elle était le nouveau gouvernement, conforme au progrès, mais le nouveau gouvernement d'un peuple historique qui avait ses droits lui aussi. Enraciné dans une qui avait ses droits lui aussi, séculaire. Et à qui on pouvait laisser la parole aussi. C'est-à-dire, il pouvait parler par Pascal, par Bossuet, par ses cathédrales, et même par sa religion. Donc, c'est cet équilibre qui a été... Bon, vous ne m'avez pas posé la question. Non, mais j'allais y venir. Mais dont je peux dire, ça a été cassé. Donc je peux dire immédiatement que cet équilibre a été perdu aujourd'hui. Oui, alors donc on se retrouve dans une réalité qui n'a pas beaucoup à voir avec ce que vous décrivez, donc la Troisième République. Il y a cette idée d'une République des valeurs. Oui. Parce que quand on dit valeurs aujourd'hui, ce sont des valeurs très... Le mot valeur en soi n'a pas de sens. C'est tellement vague, parce que tout le monde peut avoir des valeurs. C'est évanescent, oui. Tout le monde a des valeurs. Bon, le président Poutine a des valeurs, le président chinois a des valeurs, le Hamas a des valeurs, tout le monde a des valeurs. Sauf que les valeurs sont incompatibles. Mais quand on dit la République des valeurs, ça veut dire que ce sont des principes, aujourd'hui parmi nous, qui sont entièrement détachés de l'histoire. Ouais. Ces valeurs ne comportent aucune loyauté, aucune référence aucune amitié pour les siècles de l'histoire de France, par exemple. L'histoire de France, les mœurs françaises, la forme de vie française n'a aucune place parmi les valeurs de la République. Donc, ce que je dis toujours, c'est que quand on dit les valeurs de la République, on signale que c'est la fin de la République. Parce que ce n'est plus le gouvernement d'un peuple historique, un nouveau gouvernement, un nouveau régime, démocratique, l'autre était monarchique, ainsi de suite, mais c'était tout de même ce peuple qui continuait. Aujourd'hui, ce peuple n'a pas le droit de continuer.
Questions, commentaires ou objections, rejoignez Louis-André Richard à repère@le-verbe.com. Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « La situation de la France ». Et dans cet ouvrage, encore une fois, c'est mon interprétation, vous me corrigerez, mais vous avez tenté, non pas sans courage, de donner des éléments d'intégration, je dirais, d'une part importante de la société civile française qui est composée de beaucoup de musulmans. Comment on fait une place à ces gens dans la grande communauté politique? Je vous parle de ça là parce que ce que vous venez d'évoquer me fait penser que l'image que j'ai d'un des plus beaux succès de la politique française, ça aurait été vraiment cette capacité d'intégrer des gens de d'autres cultures en leur permettant de conserver l'essentiel de ce qu'ils sont, mais en leur offrant une façon de vivre, la façon de vivre à la française, qui a eu pour résultat à une certaine époque, et c'est peut-être le lien avec la Troisième République, d'avoir des gens qui étaient heureux dans leur nouvelle citoyenneté, tout en ne renonçant pas à leur citoyenneté d'origine. Il me vient spontanément à la tête quelqu'un comme le cardinal Lustiger, qui était fier d'être français, tout en étant un juif. Et des fois, je regarde ça en me disant, puis en pensant à votre livre aussi, mais il y a quelque chose qui a manqué quelque part, là, où on sent que, à un certain moment, l'intégration, aujourd'hui on parle d'inclusion, je déteste ce mot, mais l'intégration n'a pas suivi les intentions qui font en sorte qu'aujourd'hui, on a un problème, je pense, face à l'immigration en France. Bien sûr, c'est le problème de la question musulmane, pour dire les choses clairement, est devenu insoluble pour des deux côtés d'une certaine façon. C'est que au moment, enfin, je n'entre pas dans l'histoire de la colonisation et de la décolonisation, même si évidemment ça joue, c'est un facteur une partie importante, mais c'est au moment où le monde musulman, comment dire, retrouve ou désire retrouver, se relégitimer face aux défis que la société, que la civilisation moderne lui a lancé. Il s'est toujours, dans la période moderne, l'islam s'est toujours trouvé en retard en quelque sorte, toujours à courir après un progrès qui semblait le condamner à l'obsolescence d'une certaine façon. Les pays arabo-musulmans ont eu beaucoup de difficultés à s'adapter à la civilisation moderne et dans la période récente, l'islam, qui était jugé comme un problème, est devenu d'une certaine façon la solution pour ces populations qui étaient en délicatesse, en difficulté avec la civilisation moderne. Donc il y a eu un regain de la revendication islamiste. Pourquoi pas nous? Après tout, nous n'avons pas à rougir de notre civilisation. Nous avons été vaincus, ce n'est pas une raison pour être des vaincus éternels. Donc, faisons respecter notre foi, notre religion, nos mœurs. Bon. Et au moment où l'islam, de façon que chacun appréciera comme il le souhaite, mais au moment où l'islam avait ce regain d'ambition, je dirais, ce regain d'ambition, l'Europe de son côté, les nations européennes répudient leur propre civilisation. Donc, au moment où l'islam s'affirme, y compris par les migrations vers l'Europe dit, ben non, finalement, notre histoire, c'est quand même, si on est lucide, un grand ratage, parce que nous avons opprimé les autres, nous avons dévasté la planète, et vous connaissez donc la litanie de la pénitence européenne. Donc, on se trouve dans une situation où, au moment où il y a cette pression démographique, morale, de l'islam sur l'Europe elle-même, au fond, veut faire le vide en elle-même et dire, ben, finalement, renonçons
Le danger des êtres humains, le danger pour l'humanité, c'est ceux qui s'affirment eux-mêmes. Donc nous sommes trop affirmés. Nous avons dominé le monde. Il faut mettre un terme à cette situation. Donc, on cesse de respirer. On se colle contre le mur et on dit aux autres, je vous en prie, venez comme vous êtes. Et on ne leur demande plus rien. Et ceux qui disent il faut leur demander quelque chose, on ne peut pas laisser venir si les nouveaux citoyens ne respectent pas, n'adhèrent pas à la forme de vie européenne, on ne peut pas, comme ça, les laisser venir de façon inconditionnelle. Et là, l'opinion dominante en Europe dit, mais si précisément, nous n'avons pas le droit de leur demander de se plier à notre forme de vie, c'est nous qui devons montrer notre universalité en les invitant à venir comme ils sont. Et selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de ça, là, cette espèce de sentiment, non pas de ceux qui viennent, mais de ceux qui ne savent plus les accueillir, si je comprends bien? C'est très mystérieux. C'est très mystérieux parce qu'on voit bien l'histoire des grandes guerres du XXe siècle, la délégitimation, au fond, de la nation européenne, orgueilleuse, dominatrice, qui fait la guerre. Et la Seconde Guerre mondiale, la première d'abord, la seconde, la colonisation. Les Européens sont fatigués de leur fardeau, n'est-ce pas, le fameux fardeau de l'homme blanc selon Kipling, en tout cas le fardeau européen. Ils sont là de dominer le monde, ils ne le dominent plus, ils sont honteux des guerres qu'ils ont conduites contre les autres et entre eux, ils sont fatigués, et ils disent en somme, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Et nous, notre contribution, ce sera de vous laisser venir et profiter de l'agrément et de la prospérité et des droits de la vie européenne. Mais on comprend d'une certaine façon cette lassitude, mais en même temps, c'est totalement déraisonnable parce qu'on n'a pas le droit de disparaître sans explication. Il faut quand même... nous existons, nous prétendons même construire l'Europe, nous prétendons avoir des valeurs, donc on doit quand même justifier sa conduite, ses démarches. Et puis, si l'on veut recevoir d'autres civilisations, il faut quand même que l'on existe pour que les autres trouvent un lieu de vie. Or, aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas quoi leur demander. Et en pratique, on ne leur demande rien. Et on crée une grande frustration dans les nouvelles générations. Parce que ce qui est très étonnant, c'est que pendant les guerres coloniales, y compris la guerre d'Algérie, juste après, pas mal de Maghrébins, y compris d'Algériens, venaient en France. Juste après 62, il n'y a pas eu du tout de séparation. On aurait pu penser qu'ils allaient construire l'Algérie indépendante. Beaucoup sont venus en France. Et sans revendication islamique, pas du tout. Les revendications sont venues après. Donc, on ne sait pas... Enfin, le problème des Européens, leur problème, c'est le rapport à eux-mêmes. Et fondamentalement, beaucoup ne seront pas d'accord avec cela, mais fondamentalement, c'est leur rapport à la nation, mais ça veut dire aussi le rapport au christianisme. C'est le rapport à la religion chrétienne. Arrive l'islam, la seule chose que les Européens réussissent à dire, nous sommes laïcs. Ils sont musulmans, pas de problème. Qu'ils soient catholiques, musulmans, juifs, protestants, pas de problème. Et là, ça ne va pas du tout. Parce qu'évidemment, la laïcité, c'est une affaire chrétienne. Enfin, je veux dire, entre la République et l'Église catholique, ou en tout cas les confessions chrétiennes, l'islam, c'est autre chose. L'islam, je ne dis pas que l'islam est contre la laïcité, je dis simplement que l'islam est indifférent à la laïcité. Parce que le problème de la laïcité à la française, c'est la séparation entre l'Église et l'État. Le problème aujourd'hui de l'islam, c'est l'intégration des musulmans dans une société qui n'est pas musulmane. Ce n'est pas le problème de la séparation. Mais les Français, pour faire face à une situation tellement difficile, tellement compliquée, ils ont décidé que le problème ne se posait pas. Puisqu'ils sont une société laïque, la laïcité suffit à neutraliser la question religieuse. Et on voit bien que ce n'est pas le cas.
Ouais, puis entre nous, pour quelqu'un comme moi qui a un regard un peu naïf parce qu'extérieur à la réalité, la devise française, là, égalité, liberté et fraternité, c'est des concepts qui sont de marque chrétienne quand même, surtout la fraternité. C'est une façon de désigner le lien humain dans sa version politique qui puise directement dans la tradition chrétienne. C'est la fraternité des communautés primitives dans l'Église, là, non? Oui. On lui a donné un sens évidemment différent, oui, mais... Si vous voulez, le problème, c'est que ce que les laïcs ne veulent pas voir, c'est que les religions sont très différentes. Oui. Et que donc, d'une part, on a le christianisme. On peut dire, bien sûr, le christianisme a été intolérant. L'Église chrétienne, l'Église catholique, a été une institution qu'on peut dire à bon droit intolérante dans un certain nombre de ses conduites. Bon, bien entendu. Mais c'est pas ça fondamentalement. Ce qui est fondamental, c'est que c'est une religion de la conversion. N'est-ce pas? Donc, les chrétiens, les catholiques comme les autres, considèrent que l'être humain n'est pas naturellement chrétien. L'être humain est appelé au salut, est appelé à se convertir. Donc, c'est une demande particulière. L'être humain n'est pas naturellement chrétien. Donc, il peut vivre dans une société qui n'est pas chrétienne officiellement, puisqu'il sait bien que être chrétien, c'est un mouvement intérieur qui fait qu'on se tourne vers, qu'on se convertit. Mais pour l'islam, ce n'est pas du tout ça. L'islam n'est pas une société... On ne se convertit pas à l'islam. L'être humain est naturellement musulman. Voilà. Il est né à la création, il est né musulman. Donc il y a simplement des apostats qui ont abandonné la religion, mais l'être humain est naturellement musulman. Comment voulez-vous que une religion qui se comprend ainsi accepte d'être dans une société neutre religieusement? Elle ne peut pas croire que cette société soit neutre. Elle considère ça que c'est une ruse, une imposture. Elle considère que les chrétiens, les Européens qui se disent laïcs sont en fait des croisés. Parce qu'ils n'arrivent pas à penser que l'on est sincère quand on dit « nous sommes neutres ». Mais non, puisque pour eux, la neutralité est impossible. Donc on vit dans des abstractions. On refuse de voir ce qu'ont été vraiment les nations, on refuse de voir ce qu'a été la Troisième République, ce qu'a été le rapport entre la France et la religion chrétienne, et l'Église catholique, on refuse de voir ce qu'est la réalité de l'islam. Vous évoquiez ce livre « Situation de la France », on me dit, mais dans ce livre, vous parlez des mœurs musulmanes. Mais de quoi vous parlez? On ne comprend pas de quoi vous parlez. On ne comprend pas de quoi vous parlez. Je lui ai dit, écoutez, quand dans un quartier, dans une ville, la moitié de la ville fête le ramadan de façon solennelle, publique, unanime, moi c'est ce que j'appelle des mœurs musulmanes. Quand vous êtes à Roubaix, ou au moins, je dirais, un tiers ou plus des femmes que vous croisez dans la rue non pas seulement le foulard, mais l'abaya, la burqa, si j'ose dire, des tenues visiblement musulmanes. Comment appelez-vous cela? Moi, je ne m'indigne pas. Je ne dis pas non, c'est un constant. La laïcité devrait interdire ça. Je dis simplement, la laïcité n'a rien à dire là-dessus. La laïcité ne sait pas traiter cela. Parce que vous vous trouvez dans une situation extraordinaire où le Conseil d'État ordonne que l'on déplace une statue de l'archange Saint-Michel au Sables d'Olonne. Mais évidemment, il obtient gain de cause, évidemment, et c'est la règle, c'est le Conseil d'État qui décide. Mais quand vous avez les mœurs musulmanes installées dans toute une ville, d'une certaine façon, le Conseil d'État n'a rien à dire. N'a rien à dire, oui. Alors, je ne lui reproche pas je ne lui demande pas d'aller dire interdiction de fêter le ramadan. Moi, je ne lui demande rien, mais simplement, au moins qu'il ait la décence de laisser l'archange Saint-Michel où il est. Et pour information, le déplacer en raison de pression citoyenne? Parce qu'il y a eu une plainte d'une association laïque, parce que cette statue, il est apparu qu'elle était sur le domaine public. Et donc, je crois qu'on va la déplacer de quelques dizaines de mètres pour qu'elle ne soit plus sur le domaine public. C'est comme il y a eu le même problème dans une autre commune, une statue de Jean-Paul II, du cardinal Voltila. Enfin, il y avait une statue, je crois, il y avait une croix
Et le problème, ce n'était pas la statue, mais c'était il portait la croix. Alors évidemment, vous vous rendez compte, un pape qui portait la croix chrétienne, c'était quelque chose qui devait choquer un esprit éclairé. Donc, on a dit, donc on va déplacer cette statue de Jean-Paul II pour le mettre dans un périmètre privé pour que la pureté de la République ne soit pas souillée par cette croix. Non mais vous voyez, Oui, absolument. le caractère absolument ridicule et en même temps consternant de cette laïcité qui est complètement désemparée, mais qui est en même temps essentielle à la vie publique, parce que c'est comme ça que les Français se sont persuadés qu'il n'y avait pas de question de l'islam. Que la question de l'islam, c'est une question de laïcité. Mais non, c'est la question de l'islam. Qu'est-ce qu'est cette religion? Alors, moi je dis simplement, beaucoup de Français sont musulmans, il y a une part musulmane de la France. Bah ouais. Il y a une part musulmane de la France. Nous l'avons accepté, puisque ils sont venus. Ils sont là. Et ils ne sont pas venus avec des canons et par la force. Ils ont été reçus, accueillis. Alors, il faut leur demander des choses. Pas de polygamie et toutes sortes de choses. Bien sûr, il faut leur demander un certain nombre de choses, mais ils sont ce qu'ils sont. Donc, ne rêvons pas d'une laïcité qui effacerait l'islam. Mais évidemment, d'autre part, l'islam étant insoluble dans la laïcité, soyons prudents. Ne laissons pas grossir indéfiniment la part musulmane de la France. Parce que ce sera insupportable, et pour les musulmans et pour les autres. Est-ce que vous êtes en train de suggérer, puis c'est une chose qui m'a peut-être échappé quand je vous ai lu dans ce livre-là, on comprend bien, et c'est pour ça que je parlais d'un certain courage, d'avoir des propositions, on demande quelque chose à celui qui vient chez nous, un interdit de polygamie, et puis une tenue vestimentaire qui laisse le visage découvert, qu'on se voit sur la place publique, c'est très bien. Moi, j'avais cru comprendre que c'était une main tendue à partir de laquelle on attendait d'autre part. Ah oui. Mais ce que j'avais mal saisi, je trouve ça très éclairant, c'est cette idée qu'il y a peut-être une incompatibilité radicale en raison de la perspective religieuse avec la laïcité. Je n'utilise pas cet argument de l'incompatibilité radicale. Non, bien. Parce que, d'une certaine façon, il y a aussi une incompatibilité radicale entre le point de vue républicain et le point de vue chrétien. Bon, parce que le point de vue chrétien, c'est « convertissez-vous ». On ne demandera pas ça à un citoyen laïque. Là. On ne demande pas aux citoyens laïcs de se convertir. Donc, toutes les religions, la République, la démocratie, c'est une façon d'organiser la vie commune. Alors évidemment, elle exige des choses, et les chrétiens ont accepté pas mal de concessions à la République. Bon, ils ont même accepté d'être des citoyens un petit peu, je ne dirais pas de seconde zone, mais enfin, tenus à distance, hein, et qui ont intérêt à ne pas la ramener. Oui, c'est bon, ça. Moi, j'accepte ça volontiers. Ouais. Ça fait partie du contrat implicite. Ouais. Bon, mais donc, l'islam, évidemment, sur le papier, la loi d'Allah, le beau modèle du prophète, bon, c'est pas véritablement les valeurs de la République. Donc, mais simplement, les musulmans, c'est pas l'islam. L'islam est incompatible avec la République, oui, mais ça ne veut pas dire que les musulmans ne peuvent pas vivre en République. En République, voilà. Et simplement, pour qu'ils vivent en République, il faut aussi que la République existe et qu'elle ait une consistance et qu'elle n'ait pas honte de ce qu'elle est. Or, aujourd'hui, elle a honte de ce qu'elle est. Oui. Donc, moi, ce que je dis simplement, ce que je disais dans ce petit livre, la France, la République française, est un pays de marque chrétienne, et j'ajoutais, ce qui n'a pas été compris à l'époque, mais maintenant est peut-être mieux compris, où les Juifs jouent un rôle éminent. Ça, c'est très important. Bon, donc, voilà, vous venez aux musulmans, vous venez dans un pays qui est de marque chrétienne, où les Juifs jouent un rôle éminent. Donc,
ça devrait suffire à guider, Ouais. les conduites des musulmans et de ceux qui prétendent parler au nom des musulmans. Et aujourd'hui, on l'a vu dans la dernière période, avec ce qui s'est passé autour du 7 octobre, du Hamas et de Gaza, on a vu à quel point cette question était devenue brûlante. Donc, certainement, je reviens à cette idée très simple, la République française doit vivre avec une partie de sa population qui est musulmane. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter des musulmans, mais il ne faut pas non plus avoir des exigences mesquines. Mm-hmm. Mais en même temps, il faut savoir qu'il y a une question de force. Oui. D'équilibre des D'équilibre forces. des forces. Donc, aujourd'hui, l'islam n'est pas simplement une population musulmane en France, c'est aussi des États musulmans qui ont des exigences, des revendications à l'égard de la France. Il y a une pression démographique, il y a une pression financière avec les immenses richesses du Golfe, et ainsi de suite. Donc, nos pays sont sous une pression musulmane. Il faut en tenir compte, donc il faut ne pas être complètement imprudent. Il faut dire, bon, nous, c'est ce que je disais, soyons un peu sincères, acceptons une partie de la France est musulmane, et les citoyens musulmans ont les mêmes droits que les autres, mais ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir inconsidérément et indéfiniment les frontières à une immigration musulmane. Car alors, ça deviendra très difficile pour eux et pour nous. Très difficile pour eux de ne pas vouloir dicter leurs lois. S'ils sont de plus en plus nombreux et puissants, bien sûr, il faudrait vraiment qu'ils soient surnaturellement vertueux pour ne pas vouloir commander. Franchement. Donc, il ne faut surtout pas qu'ils deviennent trop puissants. Bon, mais donc voilà, ce sont des choses de bon sens. Mais au nom de nos valeurs, le bon sens, il a disparu. Hein. Ouais, on a un sociologue québécois qui avait écrit un beau petit livre qui s'appelait « Quand le jugement fout le camp » Des fois, on a l'impression que c'est un peu ça qui est en jeu. Ouais. Votre œuvre, très prolifique, vous a amené à parler politiquement de Montaigne. Je vais très rapidement là-dessus, mais pour découvrir que ça a été pour vous l'occasion de remettre en question notre rapport à la loi. De façon globale, à cause de la philosophie des droits, une loi qui régit de moins en moins et qui répond aux attentes des individus. Et votre dernier ouvrage, et c'est sur celui-là que je voudrais m'arrêter un peu, puis ça fait un peu écho à ce que vous venez de dire sur le rapport de la société civile et de la République au christianisme. Vous avez écrit un superbe essai sur la proposition chrétienne à travers l'œuvre de Blaise Pascal. Comment vous jugez, à travers le problème que vous décrivez, comment aujourd'hui cette proposition chrétienne a quelque chose encore à dire pour l'avenir de la République, pour l'avenir des démocraties? Parce que ce que vous décrivez très bien dans l'actualité de la France, à bien des égards, on peut faire copier-coller pour ce qu'on vit chez nous en Amérique. Oui, comment vous voyez l'apport actuel de la proposition chrétienne? D'abord, je dirais que je ne vois pas pourquoi on dit qu'est-ce que le christianisme a à dire aujourd'hui. C'est qu'il y a de tout temps. Parce que qu'est-ce qu'il avait à dire au temps de Saint Paul, qu'est-ce qu'il avait à dire au temps de Saint Martin de Tours, qu'est-ce qu'il avait à dire au temps de Saint Vincent de Paul, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Ou au temps de Marie Guyard au Québec. Au Québec. Ouais. Bon, c'est une des grandes propositions religieuses. C'est à la fois, comment dire, une affirmation sur la condition humaine. Les êtres humains sont des libertés liées, des libertés entravées. Rentrez en vous-même,
vous voyez que vous voulez le bien et vous ne le faites pas. Bon, ça c'est la première moitié de la proposition. La seconde moitié, c'est... Mais il y a une libération de cet esclavage. Il y a une manière de faire en sorte que le désir du bien que vous ne pouvez pas ne pas éprouver obtienne son effet véritable, mais à condition que vous acceptiez que le bien par excellence vienne à votre aide, que vous acceptiez l'aide du Très-Haut. Il y a un Dieu ami des hommes qui vous permet de prendre conscience à la fois de votre défaillance, de votre faiblesse et des possibilités immenses de votre volonté. Donc, il y a c'est une immense proposition portant, comme dit Pascal, sur la misère et la grandeur et la misère de l'être humain. Donc, ce n'est pas propre à aujourd'hui. Tout d'accord. Mais la proposition chrétienne, telle que vous présentez ça à travers Pascal, elle s'adresse à qui d'abord? Elle s'adresse aux chrétiens seulement, non? Non. Puis qui vont diffuser par leur manière d'être? Ça ne s'adresse pas aux chrétiens seulement, puisque les chrétiens sont de très mauvais chrétiens. De toute façon, ils vivent comme les athées, ou parfois plus mal aussi. Donc être chrétien, c'est devenir chrétien. Enfin, essayer de devenir chrétien. Donc, ça, c'est un point très important, je le souligne dans mon bouquin, que Pascal ne croit pas que la société dans laquelle il vit est une société chrétienne. Il dit, au contraire, l'athéisme triomphe. D'ailleurs, c'était le jugement, vrai, à l'époque, le jugement très répandu. Nous, on dit, au XVIIe siècle, Louis XIV, c'est catholique, monarchique, tout le monde était chrétien, c'était facile. Aujourd'hui, nous, c'est difficile, la foi. Mais c'est drôle, des gens très intelligents aujourd'hui me disent ça. Je ne nomme personne, mais je les aime bien par ailleurs. Je parle volontiers avec eux, mais ils me disent, mais franchement, quand même, aujourd'hui, au fond, la foi, bon, je comprends, je ne juge pas mal, mais aujourd'hui, on ne peut pas croire. Mais je dis simplement, vous croyez qu'au temps de Pascal, on pouvait croire, mais non. C'était tellement plus facile. Mais non, c'est une illusion. Mais simplement, ce qu'il faut au moins donner à comprendre, à sentir à nos contemporains, c'est l'ampleur de la proposition. Parce que l'individualisme rétrécit les esprits, rétrécit les âmes, rétrécit les cœurs. Parce que ça consiste à dire quand même, bon, je suis moi, enfin, tu vois, un humoriste français, comment il s'appelle, je ne sais plus. De Vos, non? Non, je suis moi, je reste chez moi, je rentre chez moi. Ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je ne sais pas si c'était Jean-Yann ou un autre, enfin bon, bref. Mais c'est quand même un peu ça. C'est mon intérêt, mon droit. Et puis, je suis très content de faire valoir mon droit. Bon, ben, c'est très bien de faire valoir son intérêt et son droit. Il n'y a pas de raison de... Mais en soi, c'est irrésistible quand même, en soi, d'une certaine façon. Et c'est pas... mais bon, c'est quand même la question de... Le problème humain est plus vaste que cela. Et quand même, le christianisme, c'est une immense proposition. Parce que quand même, quand vous regardez ce qui s'est passé, ce que nous appelons la Terre Sainte, enfin, Jérusalem, Galilée, c'était quand même quelques sans domicile fixe, quelques sans domicile fixe qui prêchaient des choses aberrantes. Bon. Donc, votre intention, c'est de rendre encore compréhensible, mais surtout intelligible, cette proposition immense dans un monde où on a l'impression de ne pas... Et surtout, renoncer à ce qui est le fléau de la réflexion aujourd'hui, c'est le progressisme. C'est ça. Non pas les mesures qu'on peut dire progressistes, mais l'idée qu'aujourd'hui, nous n'avons plus rien à voir avec les humanités passées. Ça, c'était l'obsession de Péguy. C'est le monde moderne et les humanités passées. Il dit, le monde moderne est en guerre contre toutes les humanités passées, contre les païens, contre les chrétiens, contre tous les autres. Parce que ce sentiment quand même que nous serions sortis de que tous les problèmes des humanités passées ne se posent plus pour nous. Le problème de Dieu ne se pose plus pour nous. Le problème d'organiser un corps politique juste ne se pose plus pour nous. Nous sommes des individus souverains
Et nous avons une administration d'État, des institutions européennes qui s'occupent de nous. Qui pensent à notre place. Qui organisent nos place. droits. Et nous qu'est-ce que nous avons à faire? Faire valoir nos droits. Eh bien, si l'humanité d'aujourd'hui, c'est pour chacun d'entre nous faire valoir nos droits, alors nous tombons comme la pierre au fond de la mare, parce que nous n'avons plus aucune ressource spirituelle. Aucune. Mais non seulement en direction de l'autre-monde vers Dieu, mais même politiquement. Oui. Pierre Manant, nous arrivons au terme de notre entretien. Ça va vraiment trop vite. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté la conversation. Je pense que vous nous aidez, vous contribuez et par vos écrits et par ce type d'intervention, par vos conférences, à rendre notre siècle plus humain, plus nous laissant entrevoir la part que nous devons assumer pour que notre vie citoyenne s'améliore. Alors, je vous laisse avec le mot de Pascal qui dit que nous sommes des roseaux pensants. On ne doit jamais oublier que la pensée est toujours au cœur d'une vie humaine qui fait sens, qui a du sens, et que nous sommes des roseaux. On reste fragiles. Merci beaucoup, Pierre Manant. Merci à vous. Repère est produit par l'équipe du Verbe Média, 100% indépendant et gratuit. Le Verbe a pour mission de conjuguer foi et culture contemporaine. Visitez leverbe.com pour découvrir toutes nos productions et faire un don.